Vous travaillez en ce moment sur le virus. Nous sommes d'accord. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ? Moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi j'expose, si vous voulez, mon travail c'est d'exposer les faits, c'est tout. Le sida serait sur le point d'être vaincu. Le sida, c'est cette maladie qui entraîne l'effondrement du système immunitaire et contre laquelle les médecins étaient jusqu'à présent désarmés. De fait, les docteurs Montagnier, Sherman, Barré-Sanoussi ont découvert l'an passé que le sang des malades présentant des signes précurseurs de sida au niveau des ganglions contient presque toujours un virus. Ce qui semble nouveau, c'est que le virus américain identifié cette semaine aux États-Unis et le virus français découvert voici un an sont vraisemblablement un seul et même virus. Deuxième défi, la révolution technologique, la recherche. Je vous propose d'écouter le professeur Montagnier. On a besoin d'une politique de la recherche cohérente et résolue. Notre civilisation a besoin de la recherche, aussi bien de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée. L'exemple de la découverte du virus du sida montre l'importance de la recherche fondamentale. Mais les efforts de la France en matière de recherche sont insuffisants. C'est pourquoi, avec beaucoup de mes collègues, j'ai des inquiétudes pour l'avenir. Et je voudrais demander à M. Barre quelle est la politique qu'il entend mener dans ce domaine s'il est élu président de la République. La question vous est posée. Éducation, recherche, c'est toujours jouer la carte de l'intelligence. On n'a pas réussi complètement à éradiquer l'épidémie, éradiquer même l'infection, n'est-ce pas ? On ne sait pas guérir quelqu'un qui est infecté par ce virus. Il y aura probablement des traitements complémentaires qui permettront un jour de dire « Ah, ben cette personne, comme pour la tuberculose, elle est guérie de la tuberculose, bon, elle est guérie de l'infection par le virus. » Je pense qu'on peut y arriver à avoir même un vaccin. So there are many ways which are not the vaccine, the magic name, the vaccine. Many ways to decrease the transmission just by simple measures of nutrition, giving antioxidants, proper antioxidants, hygiene measures, fighting the other infections. So they are not spectacular, but they could, decrease very well the epidemic to the level they are in Occidental countries, Western countries. If you have a good immune system, then your body can naturally get rid of HIV. Yes. Monsieur Montagnier a un prix Nobel pour la découverte dans un ganglion que nous lui avons porté de la Pitié-Salpêtrière à l'Institut Pasteur, cette découverte du virus responsable de l'affection. C'est très important, il mérite ce prix. Avec Françoise Barré-Sanoussi. Françoise Barré-Sanoussi, bien sûr. L'alerte, c'est que nous risquons, avec les bonnes volontés au départ de vaccins, de empoisonner petit à petit toute la population qui va nous succéder, les enfants d'abord. Le pédiatre qui vaccine ne veut pas entendre parler des conséquences de sa vaccination par la suite. On a eu le cas d'hépatite B qui a été donné en masse aux enfants au niveau scolaire et la vaccination a entraîné des cas très importants de signes neurologiques, notamment de sclérose en plaques, que l'on peut expliquer maintenant, n'est-ce pas ? On peut expliquer ceci, c'est pas le vaccin lui-même, c'est l'adjuvant ajouté au vaccin. L'adjuvant, c'est l'hydroxyde d'aluminium. Alors je répète, la
peut-être la vaccination n'est pas la cause, mais elle est le déclencheur dans un terrain préparé, on peut dire, de réactions auto-immunitaires et même de réactions neurodégénératives, comme c'est le cas de la maladie d'Alzheimer. Là, il sort, encore une fois, du champ de ses compétences. Et nous ne pouvons pas laisser cette dérive. C'est pour nous une dérive pathétique. Alors, comment définir l'autisme? Pour approcher la réalité, mieux vaut parler des autismes au pluriel plutôt qu'au singulier. Car une forme d'autisme commune à tous les autistes, ça n'existe pas. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que l'autisme vraiment? Comment ça se manifeste? Alors, l'autisme tel qu'il a été décrit pour la première fois en 1943 par Kanner, c'était un changement de comportement des enfants à la naissance, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a toujours bien sûr cet autisme à la naissance, mais aussi plus fréquemment, et là ça montre le rôle des facteurs d'environnement, au bout de 2 ans ou 3 ans. C'est l'autisme régressif. Et c'est celui-là qui a explosé, pratiquement depuis 10-15 ans. Il y a donc eu des changements d'ordre environnemental qui peuvent expliquer. C'est-à-dire qu'on voit le réchauffement climatique, on voit la pollution chimique exploser, la pollution atmosphérique également, et peut-être aussi maintenant la pollution électromagnétique. Du fait qu'on avait mis au point au laboratoire certaines technologies pour détecter des traces d'infection froide, c'était pas d'ailleurs l'autisme au départ, c'était la maladie de Lyme, n'est-ce pas? Et à partir de là, on a développé cette technologie pour d'autres maladies. On s'est aperçu que beaucoup de maladies chroniques avaient, par exemple, dans le sang des patients, des signaux électromagnétiques qu'on pouvait détecter, enregistrer. Ces signaux électromagnétiques, après, on a montré qu'ils venaient de l'ADN de bactéries ou de virus qui infectaient ces personnes. Ça a été dit à ce congrès. Il faut utiliser les antibiotiques bactériostatiques. Et d'autres travaux montrent que même si on altère temporairement la flore intestinale, elle revient très vite. Non, ce n'est pas une maladie. C'est une condition neurologique et plus précisément une condition neurodéveloppementale. On peut dire aussi une neuroatypie. Les personnes non autistes pouvant alors être qualifiées, elles, de neurotypiques, ce qui les vexe parfois d'ailleurs. Cette condition se constitue lors du développement du cerveau et notamment lors de la formation des réseaux neuronaux et au niveau du fonctionnement des synapses, qui sont les zones de contact entre 2 neurones ou entre un neurone et une autre cellule. Autrement dit, l'autisme ne s'attrape pas, ne se contracte pas. Et d'ailleurs, il ne se soigne pas, il ne se guérit pas. On sait aujourd'hui que l'autisme est inné, avec des causes génétiques mêlées à des influences environnementales. Vous êtes certain de ça? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine finalement, et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Hein. Un groupe de chercheurs indiens, très renommés, avait publié la même chose. On les aura forcés à rétracter. Pas du tout. Le papier a été rétracté par les auteurs de l'étude parce que dans ce site, il y a un dialogue qui s'instaure avec la communauté scientifique et il y a eu un avis majoritaire qui a montré justement que c'était complètement dû au hasard et que les séquences étaient trop petites pour suggérer une origine ou un mélange entre le VIH et le coronavirus. Mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Un saut de merde, docteur. Déjà. Eh oui, monsieur Martini, c'est l'heure.